Avant l'ère moderne, la chasse était essentiellement une question de survie, un moyen de mettre de la nourriture sur la table pour sa famille. Mais aujourd'hui, pour la plupart des gens dans le monde occidental, elle est devenue plus un passe-temps. Cela peut être dangereux, mais si le chasseur est bien entraîné et expérimenté, il rentre souvent avec un trophée. Cependant, il arrive parfois que les choses prennent une tournure étrange. Des chasseurs disparaissent mystérieusement en pleine forêt, ne laissant aucune trace. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 de ces cas et découvrir ce qui s'est passé avant qu'ils ne s'évanouissent dans la nature sans laisser d'indices. À 82 ans, il est fort probable que vos médecins vous conseillent de ne plus aller à la chasse. Votre corps n'est plus ce qu'il était. Et parcourir des kilomètres à travers les bois pourrait vous faire plus de mal que de bien. Mais Thomas Messick Sr., âgé de 82 ans, n'était pas du genre à suivre ce genre de conseils. Malgré son âge avancé, cet ancien parachutiste n'était pas prêt à abandonner la chasse. Il chassait avec ses vieux amis, tous des vétérans aguerris comme lui, depuis plus de 55 ans. Alors, lorsqu'ils l'ont invité à leur voyage annuel, il a accepté avec enthousiasme, même s'il venait tout juste de se remettre d'une poussée de zona. Le 15 novembre 2015, lui et son groupe d'amis sont partis pour une nouvelle aventure de chasse dans les bois au sud de Brant Lake, dans l'État de New York. Cet endroit était légendaire pour les chasseurs et les pêcheurs, attirant même autrefois de grandes personnalités comme l'ancien président Teddy Roosevelt. Avec l'expérience considérable de Messick et de ses amis, il était certain qu'ils étaient confiants quant à la réussite de leur chasse, agrémentée d'une dose de plaisir. Arrivés à l'endroit choisi, ils ont élaboré un plan en 2 parties pour attraper leur proie. C'était un plan assez simple. Messick devait rester en position tandis que les autres repoussaient les cerfs vers lui, les rendant ainsi plus faciles à abattre. Il les aurait ensuite tirés autant qu'il le pouvait. Avec le temps qui passait, les amis de Messick sont arrivés à l'endroit où il était censé se trouver et ont remarqué quelque chose d'étrange. Il avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui, ni de son fusil, ni même de son talkie-walkie. Avait-il remporté quelques trophées et était-il rentré plus tôt? Non. Pas un seul cerf n'était en vue non plus. Inquiets et ses amis ont commencé à le chercher. Après un moment, ils ont dû faire appel aux gardes forestiers pour obtenir de l'aide, car Messick n'était toujours pas revenu, même après l'heure convenue. Les recherches ont continué, mais la nuit est vite tombée et ils ne pouvaient de plus s'enfoncer davantage dans les bois. Même à ce stade, les amis de Messick savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement rentrer chez eux. La moitié du groupe est restée sur place, tirant des coups de feu et klaxonnant pour l'attirer dans la zone où ils étaient campés. Les autres sont partis informer sa famille et les autorités de la situation. Malgré l'espoir de tous que Messick reviendrait, il n'y a eu aucune trace de lui durant toute la nuit. Au matin, une équipe de 13 secouristes formés des services du parc a pris en charge l'affaire. Malheureusement, leurs recherches n'ont rien donné non plus. Au cours des semaines suivantes, les recherches se sont intensifiées. Plus de 300 personnes, allant des bénévoles aux forces de l'ordre, se sont jointes à l'effort. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient, des chiens, des hélicoptères, tout le nécessaire, mais Messick avait disparu sans laisser de traces. À un moment donné, le FBI a pris part à l'enquête. Leur arrivée a apporté une lueur d'espoir, mais ce n'était pas suffisant. Aucune piste n'a émergé et le mystère ne faisait que s'épaissir. Rapidement, il est devenu évident que l'enquête était dans une impasse. Et peu à peu, tout le monde a commencé à accepter que Messick était parti pour de bon. Le seul réconfort dans cette tragédie était l'absence de preuves suggérant un acte criminel. Mais cela n'a pas empêché les théories de circuler. L'une d'elles, en particulier, se concentrait sur les problèmes de santé de Messick. Il avait des antécédents de troubles cardiaques, sans parler de sa mauvaise vue et de son ouïe défaillante. En combinant cela avec son âge, certains pensaient qu'il aurait pu tomber dans une grotte cachée ou une crevasse et se blesser, incapable d'appeler à l'aide. Pour honorer la mémoire de Messick et offrir une forme de clôture à sa famille, un site commémoratif a été établi qui peut encore être visité aujourd'hui. Le 5 octobre 2013, Barnett Zeldin, âgé de 74 ans, et sa femme sont sortis pour déguster un dîner raffiné composé de crevettes à la noix de coco et de tilapia au Charthouse du Golden Nugget Casino à Atlantic City. C'était leur anniversaire de mariage et puisqu'ils étaient mariés depuis 50 ans, il était tout naturel qu'ils portent un toast aux années à venir ensemble. Malheureusement, le couple n'a jamais eu l'occasion de célébrer un autre anniversaire ensemble. Quelques 2 jours seulement après leur charmante célébration, Zeldin a mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace, laissant le vide derrière lui.
Ce matin-là, Zeldin a informé sa femme qu'il se rendait au Wharton Forest Park, dans le canton de Washington, comté de Burlington, New Jersey. Son plan était de préparer son affût pour la prochaine saison de chasse au cerf. Il s'est même arrêté au Audubon Gun Club à Woodland pour s'enregistrer avant de se rendre dans les bois pour accomplir sa mission. En principe, il aurait dû être de retour au club le soir même, mais personne ne l'a vu revenir. La femme de Zeldin a essayé de l'appeler ce soir-là, mais cela a directement basculé sur sa messagerie. Au début, elle n'était pas trop inquiète. Zeldin n'était pas vraiment connu pour donner des nouvelles dès le premier jour. De plus, il était un chasseur expérimenté de différents types de proies. Chez lui, il y avait plusieurs trophées de chasse qui montraient à quel point il était compétent, y compris un ours grizzly empaillé de 900 livres qu'il avait tué en Alaska. Tout bien considéré, elle s'est probablement dit que Zeldin s'était simplement trop installé confortablement dans son affût et avait oublié son téléphone. Après tout, avec tous ces trophées de chasse à son actif, Zeldin savait ce qu'il faisait là-bas. Il reviendrait sain et sauf sans aucun doute. Mais dès le deuxième jour, lorsque ses appels allaient toujours directement sur la messagerie, un nœud a commencé à se former dans son estomac. Ce n'était pas dans les habitudes de Zeldin. Il ne disparaîtrait pas pendant des jours lors d'un voyage de chasse, pas sans la prévenir. Le troisième jour, ce nœud s'était transformé en une inquiétude totale. Sachant que quelque chose n'allait vraiment pas, la femme de Zeldin s'est rendue au Audubon Gun Club le quatrième jour. Là, sa pire crainte a été confirmée. Zeldin n'était pas revenu. Sans perdre une minute, ils ont organisé une équipe de recherche et ont alerté les autorités. Rapidement, la police d'État du New Jersey et la police des parcs ont uni leurs forces, mobilisant tout ce qu'ils avaient pour la recherche. Des unités canines et des hélicoptères ont parcouru l'immense étendue sauvage de Wharton Forest, une zone massive de 617 acres. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne trouvent le camion de Zeldin, un Chevy Blazer poussiéreux de 1992 garé près de son lieu de chasse habituel. Cependant, les détails étaient troublants. Les clés de la voiture étaient encore dans le contact, ce que l'on ne fait que si l'on prévoit de revenir rapidement. À l'intérieur, ils ont trouvé son téléphone, son portefeuille et même son fidèle chien qui l'accompagnait partout. Il y avait même des appâts, du maïs et de la mélasse intacts dans le camion. Les fenêtres étaient également baissées, ce qui expliquait comment le chien avait pu survivre, mais cela dressait aussi un tableau inquiétant. Avec le camion comme indice, l'équipe de recherche a gardé espoir. Peut-être que Zeldin était juste désorienté quelque part à proximité, peut-être même blessé. Mais ensuite, un autre coup dur est arrivé. Ils ont découvert que Zeldin avait un diabète de type 2 et un passé de crise cardiaque. Sans ces médicaments, survivre là-bas pendant des jours semblait sombre. La recherche s'est poursuivie, non seulement pour trouver Zeldin vivant, mais aussi pour tout signe de lui. Malgré les efforts exhaustifs des forces de l'ordre, ils ont atteint une impasse dans leur recherche de Zeldin, ce qui les a conduits à abandonner les recherches. Cependant, non découragés par ce revers, la famille, les amis et les voisins de Zeldin ont pris les choses en main, organisant des recherches quotidiennes. Ils ont affiché des panneaux dans la région avec la photo de Zeldin et ont mobilisé des volontaires pour faire du porte-à-porte, interrogeant les résidents sur d'éventuelles observations ou des informations pouvant éclairer sa disparition. En dernier recours désespéré, la famille de Zeldin a même fait appel à la voyante Barbara Mackay de Toms River pour les aider. La voyante avait une intuition sur l'endroit où Barnett pourrait se trouver. Elle a indiqué une zone à 5 miles au nord-ouest de son véhicule, ce qui a déclenché une nouvelle série de recherches par la famille de Zeldin. Cependant, comme dans les cas précédents, cette recherche n'a également rien donné. La disparition brutale du chasseur demeure un mystère total et totalement inexplicable. Les personnes actives dans les milieux de la nature et de la chasse au trophée continuent encore de parler de ce mystère avec une grande perplexité et une profonde curiosité. Un vendredi matin de novembre 2013, Eric Smith, originaire de Cedar Bluff, en Virginie, est parti de chez lui vers 10 h du matin. Il avait prévu de se rendre sur ses terres rurales pour chasser, profitant ainsi d'un peu de répit loin de son travail stressant en tant que contremaître général de la mine Buchanan numéro 1. Avant de partir, il avait informé sa femme de son plan alors qu'elle se préparait à passer la journée chez sa mère dans le comté de Buchanan avec l'une de leurs filles. Tout bien considéré, ils avaient prévu de se retrouver à la maison plus tard dans la journée. Cependant, lorsque la femme de Smith est rentrée, la maison était vide, exactement comme elle l'avait laissée. La femme de Smith pensait qu'il serait bientôt de retour, peut-être un peu fatigué car il n'avait pas été en forme toute la semaine. Mais au fur et à mesure que le soleil commençait à se coucher et qu'il n'était toujours pas rentré, l'inquiétude a commencé à monter. Ce n'était pas comme s'il avait prévu un long séjour en camping, il n'avait même pas pris son téléphone, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun moyen de le joindre pour avoir de ses nouvelles.
Plus le temps passait, plus le sentiment d'inquiétude grandissait en elle. Finalement, elle ne pouvait plus attendre. Elle a décidé de retourner chez sa belle-mère qui, par chance, assistait à un service religieux à proximité ce soir-là. En apprenant la disparition de Smith, sa mère a rejoint sa femme ainsi que d'autres membres de la famille et ils se sont précipités directement vers les terres de Smith pour commencer à le chercher. Même s'il ne faisait pas trop froid plus tôt, peut-être autour des 50 degrés Fahrenheit, environ 10 degrés Celsius, les choses commençaient à se rafraîchir rapidement à mesure que la nuit tombait. À ce moment-là, la femme de Smith savait qu'elle devait prendre des mesures supplémentaires. Elle a appelé la police pour signaler la disparition de son mari. La police n'a pas perdu de temps non plus. Des officiers, des pompiers et tous ceux qui pouvaient prêter main forte se sont mis à fouiller la zone autour de la propriété de Smith cette nuit-là. Mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin tant les bois étaient denses. Pour aider les recherches, un hélicoptère de la police d'État équipé de vision nocturne a été déployé. Cependant, il n'a rien révélé de significatif en survolant la zone. Le lendemain, les recherches ont repris de plus belle. Les forces de l'ordre ont fait venir des chiens pisteurs espérant capter l'odeur d'Eric. Les chiens ont suivi quelques pistes menant loin de sa maison, mais de manière frustrante, aucune d'entre elles n'a abouti. Une piste semblait même faire une boucle, mais elle a été écartée car elle semblait dater de quelques jours. Comme Eric avait son fusil à chargement par la bouche avec lui et qu'il pouvait être chargé, ils ont décidé de jouer la sécurité et ont fait appel à des chiens formés pour détecter les explosifs. Malheureusement, cela n'a pas non plus donné de résultat. Dimanche, les recherches pour retrouver Smith étaient devenues une véritable opération à grande échelle. Environ 60 personnes fouillaient les bois. Des équipes de recherche et de sauvetage formées, les collègues de Smith et même des voisins se sont tous mobilisés. Mais à chaque heure qui passait, l'espoir commençait à s'amenuiser. Et pour compliquer encore les choses, Smith portait un camouflage de première qualité qui le rendait pratiquement invisible dans les arbres. C'était comme s'il cherchait un fantôme. Les recherches ont duré un certain temps, mais finalement, ils ont dû les interrompre lorsqu'aucun indice réel n'a été découvert. La famille de Smith a même offert une grosse récompense de 20 000 $ pour toute information pouvant aider à retrouver Smith. Malheureusement, rien n'a été trouvé ou signalé. La disparition de Smith a bien sûr profondément affecté sa famille, mais ses collègues étaient également dévastés. Selon les rapports, personne n'avait de mauvaises paroles à son sujet, car il s'entendait bien avec tout le monde. Le 21 octobre 2007, des chasseurs campaient dans la région de Chimney Rock, dans le comté de Grant, en Colorado. Ils sont tombés sur une scène étrange. Un fusil appuyé tout seul contre un camion garé le long d'un chemin forestier. Ils se souvenaient avoir vu un homme autour du camion la veille, mais maintenant, il n'y avait que le fusil. Cela les a suffisamment perturbés pour appeler le département de la faune. Plus tard, des agents du département de la faune, DEO, sont arrivés sur les lieux. Ils ont examiné le camion avec prudence. Il était parfaitement verrouillé et tout semblait normal à l'exception du fusil abandonné au sol à côté. Pensant qu'il valait mieux être prudent, ils ont sorti leur caméra pour prendre des photos détaillées de l'arme afin de l'utiliser comme preuve dans leur enquête. Ensuite, ils ont soigneusement récupéré le fusil en veillant à ne rien oublier et l'ont rangé en toute sécurité dans leur voiture de patrouille pour le garder en sûreté. Ils se retrouvaient désormais face à un mystère intrigant à résoudre. Qui avait laissé ce fusil derrière lui et pour quelle raison? De retour au bureau, les agents du DOW ont vérifié la plaque d'immatriculation du camion et un nom est apparu, Dale Banker, un résident de Denver. Il s'est avéré que Banker avait des permis de chasse pour la région où son camion était garé, et même pour une autre zone de chasse plus au sud. Donc, Banker était un chasseur légitime, au bon endroit, au bon moment. Mais où était-il? Les jours passaient et les agents du DOW gardaient un œil sur le camion de Banker. Cependant, tout était en vain. Il n'y avait aucun signe de mouvement, aucune trace fraîche dans la neige autour du camion, c'était comme si personne n'était venu près de lui. Finalement, après 5 jours, sans le retour de Banker, ils ont décidé qu'il était temps d'appeler des renforts. Ils ont contacté le département du shérif pour les informer du camion abandonné. Contrairement aux agents du DOW, qui n'avaient cherché que autour du véhicule, les adjoints du shérif sont allés plus loin. Ils ont ouvert le camion et ont découvert une scène complètement différente. Un autre fusil, des vêtements pour tous les types de temps, un sac de couchage et plein d'autres affaires personnelles. On aurait dit que Banker était préparé pour un séjour prolongé. Le mystère s'est approfondi 2 jours après l'arrivée initiale des adjoints. Une équipe de recherche a été lancée pour retrouver Banker. Elle comprenait une douzaine de membres des équipes de recherche et de sauvetage, accompagnés de leurs fidèles chiens de détection. Ils ont fouillé toute la journée autour du camion, mais Banker semblait avoir disparu sans laisser de traces. Ce n'était plus simplement une affaire de fusil oublié. Ne voyant aucun signe de Banker après la recherche, le département du shérif a décidé de mettre le camion de Banker sous leur garde. Pendant ce temps,
ils étaient déterminés à retrouver Banker. Ils ont pensé que sa maison pourrait contenir des indices, alors ils ont contacté le département de police de Denver pour qu'il vérifie. Les policiers de Denver ont fouillé la maison de Banker et qu'ont-ils découvert? Des cartes, toutes marquées de manière étrange, mais ce marquage restait difficile à interpréter. Malheureusement, ces cartes marquées semblaient plus conduire à un cul-de-sac qu'à un indice réellement utile pour comprendre la disparition de Banker. Les investigations supplémentaires n'ont pas permis de faire avancer l'enquête, car il s'est avéré que Banker n'avait ni famille proche, ni nombreux amis à Denver, ce qui rendait encore plus complexe la recherche de pistes qui pourraient expliquer ce mystère. Pendant des années, la disparition de Banker est restée une affaire non résolue jusqu'en septembre 2018. Des restes humains ont été trouvés par des chasseurs dans la région de White Slide, près de Carter Mountain, relativement proche de la région de Chimney Rock dans le comté de Grant. Malheureusement, après une enquête approfondie, il s'est avéré que ce n'était pas l'histoire de Banker. Les restes n'étaient de pas liés à Banker et le mystère de sa disparition reste irrésolu. Le 15 octobre 2004, Jeremy Ivan Childress est parti pour un voyage annuel de chasse à l'élan avec un collègue, Shane Luey, et le jeune fils de Luey, Shane Jr. Leur destination, la forêt de Tillamook en Oregon, un endroit réputé pour être idéal pour les chasseurs. Les choses ont pris une mauvaise tournure peu après leur départ. En chemin, ils ont pris un mauvais virage et ont perdu de vue l'emplacement de leur campement. Le trio est revenu sur ses pas, espérant retrouver un signe familier, mais la dense forêt semblait engloutir tout signe de leur campement. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les bois, le jeune fils de Luey devenait de plus en plus effrayé. Cela a poussé Luey à abandonner la recherche et à retourner au camion avec son fils. Cependant, Childress, bien meilleur chasseur avec des années d'expérience dans la navigation en milieu sauvage, n'était pas prêt à abandonner si facilement. Laissant son collègue et son fils derrière lui, il est parti seul en promettant de revenir les chercher une fois qu'il aurait retrouvé le campement. Il ne savait pas que ce dernier adieu serait en réalité leur dernier adieu. Childress ne revint jamais comme il l'avait promis. Les jours passèrent, il ne réapparut pas, laissant un mystère et une inquiétude persistants. Le 18 octobre, un bûcheron trouva les Luey et dut les guider hors des bois, car Childress était le seul à connaître le chemin. La disparition de Childress a été rapidement signalée aux autorités compétentes. Prenant la gravité de la situation en compte, elles ont rapidement organisé une recherche pour le retrouver. Plus de 300 personnes ont finalement rejoint les recherches. Malgré la dangerosité de la zone où Childress avait disparu, avec ses animaux sauvages et ses ravins, ils étaient déterminés à le retrouver. Pendant une semaine entière, les autorités et les bénévoles ont fouillé la zone avec des équipes cynophiles, des hélicoptères et des véhicules tout-terrain. Mais tout ce qu'ils ont trouvé était un seul papier de gomme, celui que Childress aimait mâcher. Ils ont trouvé un campement vide à 1,5 miles de l'endroit où il avait disparu. Mais c'était tout. Le fusil de Childress et son paquet de cigarettes, qu'il avait pris avant de s'aventurer dans les bois, n'ont jamais été retrouvés et ils ne l'ont pas retrouvé, vivant ou mort. Même si la situation semblait sombre, les proches de Childress n'ont pas abandonné. Parfois, des chasseurs disparaissaient mystérieusement et dans la majorité des cas, ils réapparaissaient finalement, retrouvés sans encombre. Ils nourrissaient l'espoir que ce serait également le cas pour Childress. Cependant, au fil des jours, qui se transformaient en semaines, il est devenu de plus en plus clair qu'il ne reviendrait pas. Il a fallu un temps considérable jusqu'en 2006 avant que les autorités n'émettent un certificat de décès pour Childress. Bien que ce certificat reconnaisse officiellement son décès, ses proches continuent de chercher des réponses et n'ont pas encore trouvé de véritable clôture à cette tragédie.